Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord, Attitude, ce mardi 3 octobre. On a fait le saut du mois durant la fin de semaine. Tommy Auger, journaliste de Nous TV, qui est avec vous ce midi, et Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio. Salut Jean. Bonjour Tommy. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va vite aujourd'hui. Ah ça oui, défile. c'est ça. Hein? Ben, tant mieux, nous autres, ça nous donne beaucoup de jus et beaucoup de jobs. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on aura ce midi? On va d'abord s'entretenir avec le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux, Monsieur Marc Fortin. Le Centre intégré de santé fait face quand même à une pénurie de personnel. Hein. On le sait, ça fait longtemps qu'on en parle, entre autres pour les psychologues, les infirmières. L'équilibre budgétaire est compromis également par les heures supplémentaires qu'on impose à des travailleuses, par la main-d'œuvre indépendante aussi, des gens de l'extérieur qui viennent dépanner. Ouais. Ça coûte cher aussi à l'État. On va en parler avec Marc Fortin, donc une entrevue vers midi 15 minutes en direct ce midi. Tout de suite après, on va du côté d'un vice-président chez Aluminerie Alouette, Jules Côté sera avec nous. Tu sais qu'il y a eu une rencontre tout récemment là, des spécialistes d'un peu partout, surtout d'Indonésie et d'Australie. Des gens qui sont venus se former ici, c'est ça qui est intéressant. Concernant les anodes, on sait comment c'est au cœur de l'industrie, hein, au niveau des alumineries. Les anodes, c'est une composante qui est essentielle au processus d'une aluminerie. Jules Côté va nous expliquer tout ça, là. Il est, je cherche son titre exact, Monsieur Côté. Tiens, je pense que je l'ai ici. Vice-président amélioration des opérations et gestion des actifs. Donc, il sera avec nous en direct. Mais il est à l'aluminerie, bien sûr. Il peut pas nécessairement quitter comme ça pour venir nous voir, mais il sera avec nous par téléphone. Il y avait une conférence de presse du côté de Sept-Îles ce matin, la Chambre de commerce qui lance une autre campagne sur le web. On se souvient de l'impact des dernières. Cette fois, elle s'appelle Les Piliers. Ouais. On va mettre en évidence le dynamisme, l'expertise de certaines entreprises de Sept-Îles. Le directeur de la Chambre, Paul Lavoie, sera avec nous en direct à 12h40, accompagné de Jacques Lafrance des marchés 7 jours. Lui, c'est le premier pilier là à qui on va faire. On va justement préciser. On va parler de cette campagne là qui est sur le web. Je pense que Nous TV également sera très présent dans cette campagne là avec la Chambre de commerce. Donc, on en parle à 12h40. En fin d'émission, c'est le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec qui est de passage à Sept-Îles aujourd'hui. On est en réunion du côté de l'Association générale des étudiants au Cégep de Sept-Îles. Je les rencontre cet après-midi, moi. Et Jason Saint-Amour et Dominique Boudreau-Lapierre, lui est responsable des coms à la Fédération, mais c'est un ancien du Cégep de Sept-Îles. On va donc parler du financement des collèges, des prêts et bourses, de ces dossiers-là qui, il n'y a pas si longtemps, avaient créé des carrés rouges au Québec. Oui. C'est une année plus tranquille du côté du mouvement étudiant, mais il y a encore quand même plus d'une fédération nationale. Les 2 collèges, les 2 associations étudiantes de la Côte-Nord sont affiliées à cette fédération. Donc, une entrevue avec Jason Saint-Amour en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Sans plus tarder, les actualités locales et régionales. Actualité pure FM. En mentionnant d'abord, Tommy, que l'éco-centre de la ville de Sept-Îles connaît un succès plus grand que prévu depuis son ouverture. Les statistiques de fréquentation ont surpris les élus municipaux de Sept-Îles. L'éco-centre est en fonction depuis septembre 2014. À sa première année complète d'opération, en 2015, il a reçu 11 632 utilisateurs. En 2016, ce nombre passait à 18 385. Jusqu'à maintenant, en 2017, l'éco-centre a déjà accueilli autant de clients que pendant toute l'année dernière. Les éco-centres ont été mis en place partout au Québec pour la récupération notamment de matériaux provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition. La ville de Sept-Îles a un éco-centre principal dans le secteur Sainte-Famille et des points de collecte à Claque-Cité et Moisy. Ce matin, plusieurs paramédics de Port-Cartier se sont vus refuser l'accès aux formations obligatoires. La directive émane, selon le Conseil central Côte-Nord, directement du ministère de la Santé et des Services sociaux qui exige des paramédics qu'ils portent l'uniforme régulier pour ces formations, alors qu'ils exercent des moyens de visibilité dans le cadre des présentes négociations. On le rappellera que les paramédics, répartitrices, répartiteurs et employés de soutien du préhospitalier négocient le renouvellement
renouvellement de leur convention collective depuis plusieurs mois. Les premières grèves ont été déclenchées dès février 2017. On aura plus de détails pour vous au cours des prochains bulletins de nouvelles. La Chambre de commerce de Sept-Îles lance une nouvelle campagne pour faire connaître le dynamisme d'entreprises locales. La campagne web et télé appelée Les Piliers débute aujourd'hui avec un portrait de l'entrepreneur Jacques Lafrance à la tête de 4 commerces dont les marchés 7 jours. La Chambre de commerce n'effectue pas de la publicité pour ces 9 entrepreneurs sélectionnés, mais veut faire ressortir la personnalité, le leadership et l'impact économique des investissements de piliers du milieu des affaires. 9 capsules vidéo raconteront des histoires de réussite. Pascal Beaulieu, Langis Saint-Gelais, David Baudin, José Leblanc, Yolène Noël, Danny Lévesque, Marc Pelletier et Stéphane Lajoie sont les autres entrepreneurs passionnés qui ont été choisis pour cette campagne des piliers de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Champion Iron a complété une autre étape pour le financement de la réouverture de la mine de fer du lac Bloom. La compagnie a finalisé son placement public. Le groupe bancaire dirigé par RBC Marché des capitaux a recueilli près de 19 millions de dollars pour permettre de compléter la mise de fonds du projet Minerai de fer Québec. BMO Financière, Banque nationale et Desjardins Capital ont contribué à écouler plus de 21 millions de reçus de souscription à 90 cents chacun. Champion a fait plusieurs annonces depuis 3 mois pour le financement de la relance de la mine près de Fermont. La compagnie a déjà des engagements de 180 millions de dollars US et des ententes pour vendre la future production au Japon et en Europe. Champion Iron prévoit reprendre en 2018 les opérations de la mine acquise après la fin des activités de Cliffs Mine Wabush, qui s'est placée sous la protection de la loi avec les créanciers au Canada. Ça se présente donc très, très bien pour Champion. Il ne manque que l'annonce. Là, on comprend bien que tout le financement est complété, même la mise de fonds de l'entreprise. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont assisté au départ du Queen Mary 2 en fin de journée hier. J'imagine que Nous TV a pris des images aussi. Eh oui, on était là et on va vous présenter ça au cours des... demain dans mon émission Connectée, mais aussi on fera un montage là, de toutes les images qu'on aura prises au cours des prochaines semaines. Ça, c'est pour les abonnés de Cogeco. Peut-être qu'on les voit aussi sur le web. Ouais, on en verra un peu, ouais. Les dirigeants de Destination Nakawinano et du port de Sept-Îles sont très satisfaits de l'accueil offert. Faut dire qu'on s'est organisé rapidement. On l'a su seulement 2 semaines d'avance. La première visite du Queen Mary était prévue en 2018 seulement à Sept-Îles. Mais on avait un plan de match pour 2018. Puis là, on a contacté tout le monde qui était visé par cette organisation. On a mobilisé en peu de temps des dizaines de bénévoles, d'artistes et d'artisans. Une grande majorité des passagers et membres d'équipage ont débarqué du prestigieux navire hier. Faut dire que la température était assez favorable à ce que ces gens-là aillent prendre une petite marche au moins sur la rue Arnaud. Il y en a quand même plusieurs qui ont profité des diverses activités comme les excursions, les visites guidées à Sept-Îles, Ouachat, Moisy, Maliotenam également. Donc, les exposants sous le chapiteau d'accueil au quai des Croisières sont satisfaits des ventes réalisées hier. C'est quand même le plus gros bateau de croisière à mouiller dans les eaux du port de Sept-Îles. On sait que ça fait 10 ans cette année qu'on opère avec l'industrie des croisières internationales chez nous. Le Queen Mary 2 sera de retour en 2018. 3 anciens conseillers avant 2013 souhaitent revenir à la table du conseil municipal de la ville de Sept-Îles. Gervais Gagné tente un retour dans le district Sainte-Marguerite, Claude Lessard dans le secteur Moisy-les-Plages et Martial Lévesque dans Sainte-Famille. Monsieur Lévesque a siégé au conseil de 1997 à 2013 avant de se porter candidat à la mairie. Le conseiller sortant Michel Bellavance sollicite aussi les électeurs du district Sainte-Famille. L'ancien conseiller Claude Lessard affrontera la conseillère sortante Louisette Doiron-Cateau et un résident de Moisy, Roland-Guy Lévesque dans le district des Plages. La période de mise en candidature se termine vendredi 16h30. Jusqu'à maintenant, 2 candidats à la mairie et 16 candidats pour les postes de conseillers. Les 9 postes de conseillers ont déposé leur bulletin. Marie-Claude Casey-Légaré dans le district du Vieux-Quai et Alain Bell de Galix ont déposé récemment. Et hier soir, Denis Mius a
a ajouté sa candidature dans le district de Marie-Immaculée. Oui, il l'avait déjà annoncé à la dernière séance du exact. Conseil. Je le comptais déjà dans les 16. Là. Ah, d'accord. Donc, 16 personnes pour 9 postes. Il va y avoir des élections presque dans tous les quartiers. Dans plusieurs, il reste jusqu'à vendredi pour faire le point sur tout ça. Donc, dans quelques instants, Marc Fortin, président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, est avec nous en direct. Attitude. Ton chum est parti à la chasse? C'est tant mieux! Votre 94.1 récidive avec le concours Veuve de chasse. Une fille et 3 de ses amis vont vivre une belle journée samedi le 7 octobre. Ça commence avec la coiffure pour les 4 au Salon du Carrefour, le maquillage par Anne Vigneault et ça se poursuit avec le transport en limousine jusqu'au restaurant chez Sophie qui vous offre le souper et une consommation. En plus, la gagnante recevra un bijou Caroline Néron de la bijouterie Banville, une carte cadeau de 100 $ du centre Hi-Fi, une carte cadeau de 100 $ aux Galeries Montagnaises et des lunettes solaires de chez Iris. Inscris-toi sur notre page Facebook en commentaire sur la publication des Veuves de chasse. À chaque jour, écoute Il y a des matins, Pure Musique et Bonheur PM. Si tu es nommé, tu as 5 minutes pour nous téléphoner au 88 962 7088 et devenir finaliste. La seule condition pour t'inscrire, c'est d'être une veuve de chasse. Le tirage se fera vendredi le 6 octobre dans Il y a des matins. Bonne chance! Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, on débute ça en parlant de la santé, le système de santé avec le responsable, le PDG, le président-directeur général, hein, Monsieur Fortin, c'est bien ça? Oui, Monsieur Fortin devrait être avec nous par téléphone. Il est souvent basé à Sept-Îles, mais aujourd'hui, il est à Bécomo. On peut quand même faire l'entrevue en direct. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre, Monsieur Auger. Monsieur Fortin, il y avait une rencontre du conseil d'administration du Centre intégré de santé la semaine dernière, je pense. Là, on est toujours préoccupé par les difficultés de recrutement dans notre réseau. Il y a eu une sortie du côté de Sept-Îles là, concernant le bloc opératoire d'une médecin qui parlait d'épuisement des infirmières. On est conscient de ce problème-là au Centre intégré de santé? On est en fait plus que conscient, on est grandement préoccupé et on essaie de voir comment on peut améliorer la situation avec nos gestionnaires, mais aussi avec les ressources humaines, puis nos représentants syndicaux qui vont être à la table pour discuter des modalités pour recruter du monde. Oui, effectivement. Comment on l'explique ce problème-là? Là? Du côté des syndicats, on me dit que les postes peuvent être 2, 3, même on me parle de 5 ans sans être affichés. Là, dans le fond, on n'a pas intérêt à pas engager des postes qui sont vacants au centre de santé, là. Tout à fait. Je partage cette opinion-là et je me suis engagé auprès des instances syndicales de faire le point sur l'ensemble des postes vacants. Les délais qui ont eu cours, c'est relié souvent à la transformation puis à la réorganisation suite à la mise en place du CIS, mais il y a des délais qui courent avant le CIS. Alors là, c'est difficile à expliquer, là. Oui, mais pourquoi on a de la difficulté? On affiche des postes, par exemple, de psychologues. Ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, ça. Il y a la DPJ aussi qui nous disait qu'à Sept-Îles, Port-Cartier, on a eu des problèmes aussi au cours de l'été. On doit faire venir du monde de l'extérieur. Les postes sont affichés. Il n'y a pas de gens intéressés dans ces spécialités-là à venir s'installer à Sept-Îles, Port-Cartier. Il y a 2 ordres. D'abord, on a malheureusement de l'assurance salaire qui augmente. Donc, on a pratiquement près de 240 personnes qui sont en assurance salaire présentement, dont des types de professionnels comme vous venez de mentionner. Puis l'autre affaire également, il y a des postes à temps plein, c'est ça qu'il faut comprendre, là. Pardon? C'est pas tout le temps des postes à temps plein qu'on affiche, c'est ça qu'il faut comprendre. Venir temporairement à cette île, ça intéresse moins. Non, alors là, vous parlez d'un autre sujet complémentaire. Il y a aussi l'attraction des postes. Il y a des postes en complet, il y a des postes en partiel. Et on peut discuter avec les représentants syndicaux pour changer les statuts des postes s'il y a lieu, si le besoin est. Alors, notre porte est toujours ouverte pour ça. Ouais. Monsieur Fortin, je me posais la question, est-ce que les différents changements là, au niveau du ministère là, vous brusquent un peu dans vos décisions, dans vos marches à suivre, ou vous êtes capable quand même de travailler avec les nouvelles directives, les nouvelles règles qui sont mises en place là, quand même assez régulièrement là? En fait, les nouvelles règles, nous, en tout cas, au niveau de l'équipe de direction, nous heurtent pas du tout. C'est quand même une transformation importante et majeure qui fait sens. Même notre DPJ, au dernier conseil d'administration, a soulevé l'importance de l'intégration des services avec les autres collègues qui ont permis de trouver des solutions à des cas problèmes aigus cet été.
Est-ce que les conséquences de tout ça, finalement, c'est direct sur le budget du centre intégré, hein? On avait un plan de redressement qui visait l'équilibre budgétaire. Là, on s'en va plutôt vers un déficit, quoi? Oui, on s'en va vers un déficit malheureusement important. D'ailleurs, cet après-midi, je discute avec l'équipe de direction comment on peut faire pour améliorer notre situation budgétaire. Alors, il y avait différents projets qu'on avait mis en place au cours du printemps dernier, et on se disait que nous aurions un peu plus d'informations sur la réalisation possible de ces projets-là au cours de l'automne. Donc, on commence cet automne. Donc, vers la fin de l'automne, on devrait savoir si c'est des gros projets majeurs, par exemple de fusion de cuisine, de fusion de services de réadaptation, si on peut aller de l'avant ou pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on a un déficit comme ça, qu'on ne comble pas les attentes du ministère là ou du ministre Barrette, quoi? On se fait taper ses doigts, mais le ministère alloue quand même les sommes nécessaires, là. C'est toujours dans l'année suivante où on vise l'équilibre budgétaire, quoi. On fermera pas un hôpital 2 semaines parce qu'il n'y a plus d'argent en fin d'année budgétaire, quand même. Tout à fait. En fait, je dirais, M. Saint-Pierre, on ne fermera pas aucun service. Ça, il faut être clair avec la population, là. Notre mandat, c'est de desservir adéquatement. On a une difficulté financière qui est due à différents facteurs et on les adresse. OK. Il y a plein d'autres sujets qu'on peut aborder, là, entre autres des ententes avec les fondations. Hein. On voit que à Sept-Îles, il y en a une très dynamique. Il y en a une qui vient de prendre naissance au niveau de Port-Cartier également, une fondation en santé. Ça aide, ça, hein, quand il y a des fondations à côté qui nous apportent des petits équipements de plus, des choses comme ça. Ça, on apprécie beaucoup et on a vraiment beaucoup de respect pour nos fondations. On veut les maintenir très animées, vivantes, et on va collaborer avec eux, avec les ententes de service qu'on vient d'établir. Alors, on a des bonnes relations, on veut que ça persiste et ça continue. Oui, il y a également, du côté de Sept-Îles, on va renommer le bloc opératoire du nom du docteur Louis-Joseph Roy. C'est un hommage pour le docteur Roy, qui est vraiment un pilier. Là. Il était là dans le temps de l'hôpital du 3000, comme on dit à Sept-Îles. C'est bien quand on peut rendre hommage comme ça à des anciens d'un réseau, hein? Écoutez, malheureusement, j'ai pas connu le docteur Roy, mais tout ce que j'entends parler de lui, il fait l'unanimité. Alors, c'est un chirurgien général qui a fait des prouesses avec peu de ressources à l'époque. Alors, on est bien content de le reconnaître en nommant le bloc opératoire en son nom. Monsieur Fortin, est-ce qu'on a des nouvelles là, concernant le début des travaux de la nouvelle urgence ou les prochaines étapes là, qu'on va venir à court terme pour cette fameuse nouvelle urgence que les gens attendent beaucoup? D'abord, les comités ont été formés avec la SIQ, et ça va super bien, ça. J'ai parlé avec ma directrice dernièrement, et puis les comités sont en place, les relations vont bien, on est en train de définir les composantes. Ce projet-là est sur ses rails, et ce projet-là va se réaliser. Alors, on est bien content. Bon. En terminant, Monsieur Fortin, là, quand j'ai annoncé qu'on aurait une entrevue avec Marc Fortin, le PDG du CIS Côte-Nord, il y a des gens du syndicat de la CSN, des infirmières aussi qui m'ont appelé me dire on est vraiment dans une situation là d'essoufflement, et on commence à se poser toutes sortes de questions dans le réseau. Vous nous avez dit en début d'entrevue que vous êtes conscient de ça. Qu'est-ce qui se fait comme effort là pour rassurer, sécuriser, peut-être améliorer les conditions de travail, les conditions de vie de vos travailleurs à qui on impose souvent des heures supplémentaires dans le contexte? Oui, on est malheureusement des fois obligé pour la sécurité de nos usagers puis nos patients d'imposer du temps supplémentaire. C'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Cette question-là, on fait bien évidemment. On a une démarche présentement qui est pour élaborer nos valeurs organisationnelles. On veut travailler de près, beaucoup de proximité. Donc, on va changer la gouvernance. Là, on va réintroduire des gestionnaires de proximité là où il en manque. Par exemple, à Port-Cartier, il y a un gestionnaire qui manque. Alors, on le reconnaît. En Haute-Côte-Nord, à Blas-Sablon, à Sept-Îles, il y a assez de gestionnaires dans l'ensemble. Donc là, c'est de faire les liens avec nos employés et nos représentants syndicaux. Comment on peut améliorer le climat dans les circonstances? Parce que vous savez, M. Saint-Pierre, même si on a une perception du climat difficile puis qu'il y a beaucoup de tensions, il y en demeure pas moins que les heures travaillées augmentent aussi de la Côte-Nord. Donc, on donne plus de services. Oui.
Mais c'est toujours de le donner avec des sourires, hein. Ça aide quand on est servi avec le sourire dans un réseau de la santé. Je suis sûr que les gestionnaires sont conscients de ça aussi. Tout à fait. Écoutez, j'ai moi-même utilisé les services de l'urgence cet été, ainsi que les soins intensifs. J'étais un usager et je reconnais tout le professionnalisme de nos employés. Eh bien, Monsieur Marc Fortin, président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct pour une entrevue radio. Monsieur Saint-Pierre, le plaisir est pour moi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Mercredi le 4 octobre à 19h30, le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier vous présente un concert des Jeunesses musicales du Canada. L'ensemble L'Adam avec le concert Sans frontières. La musique rassemble les peuples. De la musique perse au folklore balkan, en passant par de grands classiques adaptés, ce concert transcende les frontières dans un multiculturalisme musical assumé. Venant des 4 coins du Canada, cette formation inusitée regroupe piano, violoncelle, accordéon et percussion. Fraîchement étonnant. Une collaboration de Mallette, société de comptables professionnels agréés. Billetterie au 766-0101. La promotion Carburé aux économies chez Shell prendra bientôt fin. Pour chaque litre de carburant Shell, vous économisez 3 cents sur votre facture IGA. 1 litre, 3 cents. 40 litres, 1,20 $. 100 litres, 3 $. Et vous pouvez cumuler vos bons jusqu'à 10 $. La promotion Carburé aux économies se termine bientôt, alors dépêchez-vous. Visitez Shell et réclamez votre bon à l'intérieur. Détail en station. Attends, chérie! Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain, c'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme, wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal 968 87 96 968 8796. Ici Michel Bellavance. Je vous invite à soutenir les athlètes étudiants de chez nous tout en participant à la grande dégustation fromage et vin qui aura lieu le samedi 14 octobre. Du plaisir, de la danse et des vins portugais à l'honneur. Des billets, Janovic 965-0977, Michel Bellavance 965-6438. Le 14 octobre, j'encourage notre jeunesse avec plaisir. Côte-Nord. Attitude. Jean, cette fois-ci, on s'en va du côté, on change pour l'hôpital, pour l'aluminerie Alouette, on s'en va du côté du vice-président amélioration des opérations et gestion des actifs à l'aluminerie Alouette, Monsieur Jules Côté. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci vous. Ça va très bien, merci. Donc, il y a quelques jours, la semaine dernière, vous avez reçu plusieurs personnes pour venir un peu étudier tout ce qui a rapport avec les anodes. Est-ce que c'était une demande de la part de l'extérieur ou c'était vous qui avez lancé l'invitation pour que ces gens viennent chez vous? En fait, c'est une demande de l'extérieur. L'organisation qu'on appelle le TMS nous ont contacté il y a à peu près 1 an pour nous demander si on était intéressé à les recevoir à cette île, entre autres avec Aluminerie Alouette. Puis on a dit oui tout de suite, parce que ça comptait très bien aussi avec notre 25e anniversaire. Ouais. On est un bon laboratoire, quoi. C'est parce qu'on a les plus belles anodes au monde qu'on vient faire ça chez nous, quoi, ces formations-là. En fait, Alouette a une très bonne réputation de façon globale, mais une très bonne réputation au niveau de ses anodes. Ça, depuis le premier jour d'opération, est très reconnu mondialement pour la qualité de sa production d'anodes. Les gens là qui sont venus ici, à quoi ils s'attardaient? Parce que là, quand on parle d'anode, monsieur, madame, tout le monde qui ne travaille pas nécessairement chez Alouette, c'était quoi l'expertise qu'ils venaient chercher ici plus spécialement? En fait, je veux juste mettre une petite entrée en matière. L'organisation qui s'occupe de organiser ces conventions-là, ces séminaires ou la formation-là, c'est une association professionnelle qui regroupe tous les gens qui œuvrent dans le domaine des minéraux, des matériaux, des matériels, des sciences et l'ingénierie. Puis, eux, ce qu'ils venaient chercher principalement, c'est de venir voir chez Alouette de quelle façon on innove. Puis aussi de regrouper ces gens-là qui venaient d'une dizaine de pays différents, qui sont soit des fournisseurs, soit des gens de l'industrie, des gens de recherche aussi, exactement. Puis être capable d'échanger sur les bonnes pratiques, le développement, les processus, le procédé, ainsi de suite.
Fait que c'est un réseautage. En même temps, il y a des experts dans le groupe qui donnaient de la formation sur certains aspects de fabrication des anodes. Je pensais qu'il y avait des secrets, moi, chez Alouette, pour être parmi les meilleurs au monde dans les alumineries, là. Je pensais qu'on gardait des petites choses secrètes, là, qu'on dira pas à des compétiteurs. Finalement, on n'a pas invité des compétiteurs trop, quoi, cette formation-là? Non, mais en fait, c'est pas parce qu'on le fait goûter au gâteau qu'ils connaissent tous les ingrédients du gâteau. Effectivement, on peut partager des choses qui sont de nature non confidentielle. Toutefois, c'est sûr qu'on se garde une petite gêne là, sur des éléments bien précis dans lesquels on est capable de tirer notre épingle du jeu ou se démarquer par rapport aux autres. Pour un événement comme ça, souvent on veut que ça soit du donnant-donnant. Est-ce que de votre côté, en invitant une quarantaine de personnes comme ça d'horizons divers et de pays divers, on réussit nous aussi à aller chercher certaines informations ou certains trucs auxquels on n'aurait pas pensé qui pourraient nous servir pour l'aluminerie? Oui, effectivement. C'est un excellent réseautage. Hein. Comme je vous disais, il y a des gens de toutes d'une dizaine de pays, différents aspects aussi de connaissances, qui partent des matières premières au procédé de fabrication, au contrôle de qualité des anodes. Fait que c'est un excellent réseautage là, pour nos gens ici, puis être capable aussi d'avoir éventuellement des bons contacts dans différents aspects, qu'on puisse éventuellement retracer ces gens-là puis continuer à échanger avec eux. Tant qu'à ce qu'ils soient ici, est-ce qu'ils ont visité d'autres choses? Est-ce qu'ils ont rencontré d'autres de vos spécialistes? Je pense peut-être aux gens du contrôle de qualité de l'environnement ou d'autres secteurs pour parfaire un petit peu leur voyage ou, disons, améliorer un peu leur voyage. Oui, absolument. On avait 7 personnes d'Alouette qui participaient au cours, puis on avait organisé dans un après-midi, le mercredi, une visite là, des installations qui couvrait pas mal d'aspects au niveau des anodes, l'environnement, le laboratoire, une visite aussi au centre de coulée qui comprenne bien aussi le produit fini. Fait qu'ils ont fait une tournée assez exhaustive de toutes nos infrastructures. Puis les commentaires ont été très, très appréciés parce que quand on organise une visite comme ça, on leur demande toujours de donner leurs opinions sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris, puis ça a été très, très positif. En même temps, c'était des spécialistes, hein, les questions devaient être plus pointues que les visiteurs d'hier, par exemple, qui débarquaient du Queen Mary 2 qu'on accueillait à l'aluminerie de Sept-Îles. Oui, j'étais pas à la tournée hier avec les gens du Queen Mary 2, mais apparemment qu'il y avait des gens qui avaient quand même des très bonnes questions. Tu connaissais ça, ouais? Ah ouais, il y avait des questions assez pointues, fait que c'est des gens quand même des fois qui se promènent beaucoup, ils ont beaucoup de connaissances, ils sont très curieux aussi. Il y avait beaucoup de gens de l'Australie hier sur le bateau et dans les visiteurs que vous avez reçus, il y avait également des gens de l'Australie, donc c'est probablement un endroit où ils sont bien curieux de ce type d'installation et de fabrication. Oui, mais on connaît l'Australie, ils sont quand même très forts dans l'exploitation minière, des choses comme ça. Ils ont quand même quelques alumineries, sont très développés là-dedans. Puis vous parlez des gens d'Australie, mais on avait des gens de la Chine, d'Indonésie, on avait de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse, l'Allemagne, la France. Fait que c'est ce qu'on appelle l'organisation TMS. En fait, c'est une organisation internationale qui est basée aux États-Unis. Mais qui existe depuis la fin des années 1800, dans lesquelles ils ont toujours œuvré dans ce domaine-là pour justement créer ce réseautage-là puis être capable d'engager certains professionnels dans des échanges techniques comme ça. Est-ce que c'est une habitude que vous voulez créer du côté de l'aluminerie Alouette de faire venir des gens, de démontrer votre savoir-faire et de partager avec des gens d'un peu partout sur la planète votre savoir-faire? Oui, on l'a déjà fait. C'est du cas par cas. C'est un peu du ad hoc, dépendamment s'il y a des choses particulières, des demandes. On l'a déjà fait il y a quelques années. On a eu le club carbone d'aluminium Péchiné on a tenu des conférences ici. Fait que oui, c'est pas fréquent, mais oui, ça se répète de façon régulière. En même temps, ça donnait bien cette année. Il y a un anniversaire du côté d'Alouette. On était peut-être plus ouverts à organiser des choses comme ça, hein? En fait, oui, on a toujours été ouvert, mais c'était une belle occasion cette année. Puis, quand tu es capable d'amener 35-40 personnes du monde entier qui viennent te voir ici, en fait, c'est très efficace aussi, hein. Parce que se déplacer à travers le monde entier, c'est pas toujours évident, puis c'est quand même assez dispendieux. Parce que les gens viennent te voir. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens connaissent très bien la réputation d'Alouette. Le fait qu'ils viennent ici,
ça vient confirmer notre réputation, puis ils repartent avec un excellent souvenir d'Alouette, puis ils continuent à propager, je dirais, la bonne image d'Alouette à travers le monde, ce qui est fantastique. La bonne réputation d'Alouette, j'ai l'impression qu'on l'avait même avant d'ouvrir l'aluminerie à Sept-Îles, hein. On se lançait dans des bons projets. Avec la phase 2, c'était encore plus évident. On devenait la plus importante aluminerie des Amériques, en tout cas. Est-ce que après 20 ans comme ça, là, ça se maintient, cette réputation-là? Ça baisse pas? Parce qu'on modernise chez Alouette aussi, hein? Oui, on modernise, on se tient toujours à l'affût, l'innovation. En fait, je dirais que non, ça baisse pas. Alouette a encore une excellente réputation. Puis quand on est de classe mondiale comme ça, ben souvent c'est les gens de l'extérieur qui viennent qui nous le disent qu'on est vraiment de classe mondiale. Nous, on peut s'évaluer à l'interne, mais effectivement, quand on se compare à d'autres, normalement, la réponse, elle vient des autres gens qui viennent ici, puis en fait, le feedback a été très, très positif. Fait que ça confirme encore notre position de leader au niveau de la production d'aluminium sur le marché mondial. Jusqu'à maintenant, le 25e est bien entamé. On continuera de célébrer ce 25e anniversaire du côté d'Aluminerie Alouette. Comment voyez-vous là peut-être l'avenir à court terme d'Aluminerie Alouette sur le niveau mondial? Là, on accueille des gens qui viennent chercher de l'expertise, mais Aluminerie Alouette, comment on les voit là dans peut-être pas encore 25 ans, là, mais sur le marché, qui est déjà un marché qui est difficile à prévoir là, à long terme, mais à court et moyen terme, là, comment l'aluminerie se situera d'ici peut-être 5 ans, 10 ans? Moi, je pense qu'on va continuer à innover, puis on va capable, avec nos gens, d'être capable de continuer à se démarquer. Vous savez, quand on regarde un peu, on a à peu près les mêmes technologies, on utilise à peu près les mêmes matières premières. Ce qui fait la grosse différence en bout de ligne, c'est nos gens. Puis il faut continuer à travailler avec nos gens pour innover puis se démarquer. Puis ça, ben sur la Côte-Nord, c'est quelque chose qu'on sait faire. Puis je suis pas inquiet pas du tout pour les 5, 10, 20, 25 prochaines années. Alouette, on va continuer à se démarquer, va être capable de trouver sa place sur le marché mondial. Oui, quand on suit ça, justement, les marchés mondiaux, là, le prix de l'aluminium est très bon actuellement, hein? Un sommet depuis peut-être 5 à 8 ans. Ça améliore, d'après vous, M. Côté? On va en parler davantage dans quelques semaines. Là, il y a Jean Simard de l'Association des alumineries du Canada qui va être à Sept-Îles pour une conférence puis qui va nous donner une entrevue à la radio. Mais grosso modo, quand le prix est bon comme ça veut dire que ça va bien chez Alouette, j'imagine. Ouais, c'est sûr que quand le prix va bien comme ça, c'est positif. À court terme, c'est très positif. Ce qu'on regarde aussi, c'est le moyen long terme. On regarde les marchés, comment est-ce qu'ils se positionnent. On voit très bien que c'est encore assez volatile. Il y a beaucoup de spéculation. Les niveaux d'inventaire sont encore hauts. Fait qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais oui, pour l'instant, c'est bien. Mais il faut toujours regarder un peu plus loin parce que c'est toujours des horizons sur plusieurs années d'aluminerie, hein. C'est des grosses industries, puis faut regarder puis se positionner sur le futur, sur le long terme, comme on dit. Même sur les marchés mondiaux, hein, faut dire qu'à cette île, on est plus proche des États-Unis, puis Trump il est inquiétant des fois dans ses déclarations, entre autres autour de l'ALENA, et puis ils en ont fermé quand même des alumineries aux États-Unis, là. Je suis pas sûr que le président en poste est très ouvert à l'importation, hein. Ouais, ça c'est encore là quand je voulais parler d'incertitude, de spéculation, des choses comme ça, ça fait partie de l'équation, hein, effectivement. Le fait qu'il y a des négociations qui sont en cours avec les États-Unis, le fait que différents marchés se positionnent de telle façon, ça crée beaucoup d'incertitudes, puis c'est ça qu'on essaie de voir clair à travers notre fameuse boule de cristal, comme je dirais. Tommy, la dernière fois que j'ai vu Jules Côté, c'était ici à cette île là, pour le lancement de la campagne Centraide. Il sera un des présidents du cabinet de campagne. Ça, c'est toujours réjouissant quand on travaille pas direct pour Alouette ou pour un sous-traitant de voir que les employés, la compagnie s'impliquent là auprès des groupes communautaires via Centraide, entre autres, hein? Oui. Ce matin, on était justement chez on était en ville justement sur le lancement de la campagne chez Hydro-Québec. Fait qu'on a réussi à aller rencontrer les gens là, puis à continuer notre travail pour amener les gens à supporter Centraide puis à contribuer de façon à supporter les organismes de la communauté. Monsieur Jules Côté, vice-président amélioration des opérations et gestion des actifs du côté d'Aluminerie Alouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques instants, on s'entretient avec Paul Lavoie et Jacques Lafrance pour le lancement d'une nouvelle campagne de la Chambre de commerce. 13h. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
Ici Michel Bellavance. Je vous invite à soutenir les athlètes étudiants de chez nous tout en participant à la grande dégustation fromage et vin qui aura lieu le samedi 14 octobre. Du plaisir, de la danse et des vins portugais à l'honneur. Des billets, Janovic 965-0977, Michel Bellavance 965-6438. Le 14 octobre, j'encourage notre jeunesse avec plaisir. Hey les célibataires, c'est pas parce qu'il y a personne qui partage votre vie qu'elle est obligée d'être plate votre vie. Pensez donc à la boutique érotique Essentielle. Ils ont reçu une nouvelle gamme de produits WeVibe et c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Découvrez aussi les populaires cocos sans fil avec télécommande. Ils ont même des produits québécois comme les boules chinoises de Miss Vivi's Mystery, rechargeables et qui fonctionnent avec le Wi-Fi. Venez rencontrer leur personnel accueillant qui prend le temps de bien vous conseiller. Boutique érotique Essentielle, 128 Regnault. Saviez-vous que même si la belle saison est terminée, votre voiture a toujours besoin de bien se faire traiter? L'hiver est dur sur votre véhicule et pour lui offrir la meilleure protection qui soit, faites confiance aux professionnels du Paradis de l'Auto. Pour son 30e anniversaire, le Paradis de l'Auto vous offre 30 $ de rabais sur les cirages ainsi que sur les traitements anti-rouille et ce, pour un temps limité. Préparez votre véhicule au hasard de l'hiver en prenant rendez-vous avec les spécialistes du Paradis de l'Auto à votre service depuis 30 ans. 490 Otis 968 1940. PAL Airlines est heureuse d'annoncer un plus grand choix de vols entre Wabush, Sept-Îles, Québec et Montréal. Dès le 10 septembre, PAL Airlines ajoute à son horaire un vol direction sud-ouest le matin, de même qu'un vol supplémentaire en mi-journée afin de vous offrir encore plus de flexibilité. Plus de choix de vol avec le même excellent service. Réservez dès aujourd'hui en contactant notre service de réservation au 1-866-962-0380 ou encore votre agence de voyage. Pour plus d'informations ou pour réserver en ligne, visitez palairlines.ca. Attitude. Alors Jean, ce matin, on avait l'occasion de voir le lancement d'une nouvelle campagne. On en avait déjà vu une là, à la fin de l'année passée, une campagne publicitaire du côté de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Et là, ben, on change un petit peu l'optique ou la présentation de tout ça. Un petit peu pas mal. En fait, ce qu'on va mettre de l'avant, c'est des entrepreneurs, des modèles de réussite. C'est un peu ce qu'on va mettre de l'avant dans une série de 9 messages, 9 vidéos, 1 par semaine. La campagne s'appelle Les piliers de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Le directeur de la Chambre est avec nous, Paul Lavoie. De même que le premier pilier de la série de 9, Jacques Lafrance. La conférence de presse avait lieu chez Toi, Moi Café ce matin. Il est aussi propriétaire des marchés 7 jours, Monsieur Lafrance. Donc, un bon modèle. C'est un peu ça qu'on veut faire, Paul, mettre en évidence nos modèles de réussite en affaires. Ben oui, écoute, c'est exactement ça. C'est des modèles de réussite, mais c'est aussi des modèles de détermination, les piliers. Ce qu'on veut mettre dans le fond en évidence, c'est que même dans le contexte actuel à Sept-Îles qui est plutôt difficile, on a des gens qui continuent à foncer, on a des gens qui investissent dans l'avenir et qui croient qu'éventuellement ça va remonter. Et ce qui est important, c'est que c'est une campagne qui s'adresse pas seulement aux Sept-Îliens, c'est qu'on veut faire rayonner ces entrepreneurs-là partout au Québec, partout au Canada. Parce que ce message-là s'adresse vraiment à tout le monde qui a moindrement une fibre entrepreneuriale. Écoute, ça va plus large que ça. C'est sûr que si tu as une fibre entrepreneuriale, tu vas aller regarder les vidéos qui parlent de ça, mais nous, on veut vraiment les diffuser de façon plus large pour que tout le monde s'y intéresse et que peut-être que ceux qui ont le potentiel intérêt pour ça, que ça réveille leur intérêt et peut-être qu'ils passent à l'action en entreprise. Moi, je trouve qu'un des défis dans ce projet de campagne-là, c'était de choisir les 9 entrepreneurs sans choquer d'autres à côté qui se considèrent aussi comme des piliers de notre économie, non? Écoute, t'as tout à fait raison. À chaque fois qu'on cherche des gens pour participer à la campagne, on marche un petit peu sur des œufs. Mais dans le fond, on en a approché plusieurs et les 9 qui sont présentement dans la campagne, c'est ceux qui ont dit oui de façon absolument spontanée. Bon, là, évidemment, est-ce qu'il y en a qui auraient aimé y participer? Oui. Et il y aura d'autres occasions, mais naturellement, c'est ceux qui se sont manifestés spontanément qui ont embarqué. Depuis quelques années, les campagnes de la Chambre de commerce, on parlait plutôt de promouvoir l'achat local. Il y en a eu aussi sur les habitudes là, numériques, la consommation, les web et tout ça. Est-ce qu'on met ça de côté pour aller du côté des piliers en se disant peut-être que l'objectif va être atteint aussi pour l'achat local? L'objectif pour l'achat local est jamais atteint. Malheureusement, il faut vraiment continuer à travailler, à taper sur ce clou-là.
La campagne de solidarité commerciale et le fameux vidéo Parlez-nous, c'est toujours en cours. Il y a même des formations qui s'en viennent cet automne pour perfectionner la culture de service à la clientèle chez les commerçants sept-îliens. Moi, je vois en fait la campagne des piliers comme un complément à ça. Ce qu'on veut, c'est évidemment faire rayonner le milieu des affaires de Sept-Îles, mais c'est qu'aussi pour les Sept-Îliens, on se rend compte que les gens qui sont dans les vidéos, ça se peut que ça soit ton voisin, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un que tu fréquentes, et donc c'est des gens qui font partie de ton milieu et qu'il faut aussi que tu encourages. Donc, il y a un lien évidemment avec tout ce qui est achat local. Et les piliers, je pense que ça dit ce que ça a à dire. Hein? C'est des piliers de notre économie, mais c'est aussi un acronyme. Hein? Chaque lettre veut dire quelque chose. Alors là, il faut vraiment sortir le texte. Hein? Je suis très content d'avoir amené ma feuille. Oui, donc pilier, c'est il faut avoir de la personnalité, faire des investissements, avoir du leadership, générer un impact économique, avoir de l'expertise, avoir des réalisations et offrir un soutien à sa communauté. Donc, c'est vraiment l'acronyme pour pilier. Ça a été pensé depuis le début. Il y a de la recherche là-dedans. Il y a beaucoup de recherches et on remercie Ludovic Vrac de Gaia Images de nous avoir donné un coup de main là-dedans. Et en même temps, comment on finance ça, une campagne comme ça? Ça vient de vos membres? On va chercher des fonds à quelque part, des subventions pour des chambres de commerce? Ça, c'est pas nécessairement facile à aller chercher non plus. Je dirais même que c'est impossible. On est à peu près pas éligible aux subventions. Cependant, il y a des partenaires qui ont cru dans le projet dès le départ. Le Fonds de solidarité FTQ régional, la SADC Côte-Nord et Développement économique Sept-Îles ont aussi embarqué spontanément dans le projet. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Et plutôt à l'hiver, Cogeco va aussi embarquer dans le projet et chacun des piliers va faire partie d'une émission de 15 minutes dans laquelle il va pouvoir expliquer sa vision des choses. Cogeco, ça c'est vous? C'est-à-dire c'est nous, ça? C'est nous TV. C'est normal. L'habitude n'est pas encore prise. Même moi, j'ai de la misère quand je réponds au téléphone au bureau. Là. Le cerveau a pas encore pris le bon engrenage, mais oui, ça sera sur les ondes de Nous TV. Jacques, la France est le premier pilier de cette campagne de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que c'est, là? Comme il y en a parlé, Paul, on est dans une période de ralentissement quand même. Tu as investi quoi? 1,2 million? Ou en tout cas, sur 2 ans, ça va être 1,2 million dans tes commerces. C'est quand même... c'est à contre-courant, quoi? Non, je crois pas qu'on est à contre-courant. Je pense que la ville continuera d'exister puis elle continuera d'être scalée. Puis si on veut que ça continue d'être intéressant de vivre en région, faut qu'on continue de faire des choses. Ce que Paul a entrepris comme travail, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il redonne à la petite entreprise aussi peut-être sa notoriété au niveau d'une présence, parce que la Chambre de commerce, c'est pas juste la Chambre de commerce des grandes entreprises. Ce qui veut faire notre nouveau président de Chambre, c'est que la Chambre de commerce soit la chambre de tous les commerces de cette île. Puis je trouve que c'est ce qui peut être intéressant. C'est quoi le défi dans les commerces ou dans les PME de cette île actuellement là? C'est justement de contrer la morosité, quoi. Ce que j'entendais ce matin en conférence de presse, c'est à mort le statu quo. Non, mais je pense que faut juste rester actif puis observer les besoins des gens. Dans mon cas, moi je suis dans la vente au détail. Dans la vente au détail, les gens arrêteront jamais de consommer. En 2070, ils consommeront toujours. Il s'agit juste d'être à l'écoute puis d'offrir aux clients ce qu'ils veulent. Puis le meilleur moyen, je pense, de contrer l'achat par Internet ou de stimuler l'achat local, c'est vraiment, je pense, de s'adapter aux besoins des gens, ce qui leur donnera moins le goût peut-être d'avoir une approche face à un ordinateur au lieu d'avoir une approche avec un commerçant qui peut les aider. Monsieur Lafrance, vous avez mentionné dans votre capsule, je vends pas de scoop, les gens auront l'occasion d'entendre tout le reste de la capsule, mais vous avez dit qu'un des grands défis, c'était vraiment le transport, l'approvisionnement dans votre cas, mais je pense que ça a un impact partout parce que la distance n'est pas réduite pour tout le monde, à part les gens peut-être qui fabriquent leurs choses ici, mais ils doivent quand même s'approvisionner de leurs matières premières. Le transport, est-ce qu'il y a des solutions à laquelle vous avez imaginé, pensé, ou que vous avez réglé certaines problématiques de votre côté, ou ça restera à tout jamais une problématique? Ça restera toujours un défi parce que la distance, on pourra pas la changer. Et puis, à moins qu'ils trouvent des drones assez puissants pour partir avec... Non, c'est que je rigole avec ça, mais ça sera toujours un défi, la distance, le gel l'hiver, on prend la bière de microbrasserie où il faut protéger le produit du gel. Ça augmente nécessairement le coût de transport automatiquement parce qu'il y a une surcharge le fait de protéger du gel. Donc, puis pour avoir certains produits, des fois, tu es obligé de combiner tes achats sur un distributeur qui va te repaletter ça pour te le retourner. Fait que c'est toujours un défi si on veut apporter une diversité à part que juste
la base là de ce qui est facile à obtenir, ce qui est implanté. Fait que quand tu veux vraiment amener du nouveau, faut que tu travailles pas mal plus fort. Là. Il reste qu'un des problèmes, semble-t-il, là, dans la conjoncture actuelle, c'est la difficulté de recruter de la main-d'œuvre. J'imagine que dans des commerces comme Marché 7 jours, c'est présent, ça. Il y a entre autres Frédéric Gagnon, là, Remorquage FG, qui a fait une intervention sur nos sites Facebook, qui a interpellé les candidats à la mairie, justement, dans le dossier de la main-d'œuvre, du coût de la vie à cette île. Ça, c'est une réalité, hein, dans les PME surtout, là. Oui, c'est une réalité. Le monde vise encore les salaires des grandes entreprises aussi chez nous. Hein? Des fois, c'est en transition travailler chez 7 jours. C'est parce que c'est deux réalités. Je veux dire, nos attentes face à un employé comparé à la grande entreprise, souvent au niveau de scolarité ou compétences, sont pas les mêmes. Alors, c'est sûr qu'on est pas capable d'arriver avec le même salaire, tout en restant compétitif au niveau de notre offre client. Fait que notre défi est vraiment là. Et puis, c'est sûr que ça apporte une réalité. Là, les grandes entreprises chez nous amènent une réalité qui est différente d'une ville comme Rimouski, où tu n'as pas de grande industrie qui arrive avec des salaires extraordinaires pour faire travailler des gens dans des conditions, des fois, qui sont plus difficiles, de nuit et de jour, de soir, et des horaires qui tournent et tout ça. Fait que c'est vraiment un défi, nous autres, au niveau de la formation, du recrutement. Je disais en blague, hier, mon personnel passait des gens en entrevue, je disais performez bien en entrevue. Là, c'est nous comme employeurs maintenant qu'il faut qu'ils performent en entrevue pour convaincre les gens que c'est chez nous qu'ils devraient travailler. Le rôle est inversé. C'est ça. De ce que j'ai connu il y a 30 ans, mettons, ou 40 ans, le rôle est inversé. Là. Maintenant, c'est nous qu'il faut qu'ils performent en entrevue. On le voit beaucoup dans des dossiers comme Mine Arnaud à cette île. Le politique n'est jamais complètement détaché de l'économique. Là, on est en campagne électorale. Est-ce qu'au niveau de la Chambre de commerce, par exemple, dans une campagne électorale, on s'implique ou si c'est chaque membre a droit à son opinion puis peut s'impliquer comme il veut, là? Ben, écoute, je dirais que c'est un petit peu les deux. Évidemment, on n'envoie pas de mots d'ordre à nos membres et en tant qu'organisation, on est non partisan. C'est certain que les gens d'affaires et la Chambre de commerce vont avoir des attentes par rapport à ce que les candidats se prononcent, notamment au niveau de la ville. On a souvent parlé des difficultés, par exemple, avec les différents services que les gens d'affaires peuvent rencontrer. Donc, est-ce qu'on veut s'enligner plus sur une approche qui serait basée sur l'accompagnement plutôt que sur purement la réglementation? Est-ce qu'on a l'intention d'être plus un accompagnateur des gens d'affaires? Est-ce que, donc, on veut s'enligner là-dessus, mais naturellement, pour ce qui est, disons, du côté partisan, nous, on n'est absolument pas là-dedans. Les seules personnes qu'on est là pour appuyer, si on peut dire, c'est les membres de la Chambre de commerce. Oui. Un autre petit dossier, parce qu'on avait le Queen Mary 2 hier, ça a été super, il faisait beau, les gens ont adoré aller voir le bateau, mais au niveau des retombées, je lisais sur Facebook justement là des commerçants qui se posent des questions, est-ce que le 30 000 investi par la ville et le port, c'est le bon endroit? Parce que ces gens-là sont déjà nourris à bord, vont peut-être acheter quelques petits souvenirs, visiter cette île, mais ça dépense pas énormément. Est-ce qu'on est satisfait des retombées d'une industrie comme les croisières, du côté des commerçants, là, des PME? Écoute, j'ai lu les mêmes commentaires que vous. C'est certain que il y a un questionnement par rapport aux commerçants quant aux retombées réelles. Hier, on s'entend qu'il y avait, 3500 personnes, le potentiel qui pouvait débarquer. Donc, pour ceux qui se sont promenés dans cette île, il y a des bouts qu'on avait l'impression d'être à Québec, là, tellement qu'il y avait du monde. Donc, là, on est en train de faire des téléphones pour voir est-ce qu'il y a eu des retombées réelles. La chose que je peux vous dire, par contre, c'est que, étant donné la température et que les croisiéristes n'étaient pas très préparés à ça, j'ai vu du monde en masse dans les boutiques de linge. Il y a des tucs qui se sont vendus, il y a des gants qui se sont vendus. Donc ça, pour les gens qui avaient des tucs ou des gants à portée de main, ça a sûrement été une belle journée. Pour les restaurateurs, bien évidemment, c'était juste hier. Cet après-midi, on est en train de faire des téléphones pour voir un petit peu s'il y a eu des retombées. En conclusion, pour la campagne, on va voir ces messages-là, sur le web. Il faudrait cliquer j'aime sur Chambre de commerce de Facebook pour on va toutes les voir automatiquement, un par semaine. Tout à fait. Cliquez j'aime de toute façon sur le Facebook de la Chambre de commerce, mais nous, on va les diffuser via les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, ça va même être Instagram, etc. Et on utilise déjà un réseau d'influenceurs pour faire pousser autant que possible les vidéos à l'extérieur de cette île. Donc, Jacques Lafrance et Paul Lavoie, les deux pour cette nouvelle campagne publicitaire ou de visibilité de la Chambre de commerce et de ses membres. Merci beaucoup. Merci. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pure FM.
94. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez Point S, service du pneu PJL, le pneu de tourisme, camionnette et fourgonnette Observe GSI 5 est la solution pour la chaussée enneigée, gadoueuse, glacée ou glissante. Des prix sans stress, c'est une de nos promesses. Chez votre détaillant Point S, service du pneu PJL, 354 $ à Sept-Îles. Pas de stress, il y a Point S. Vivez l'expérience du service primé lors de vos prochaines vacances familiales. Sunwing vous offre la plus grande sélection d'hôtels les mieux cotés, l'accès au plus grand parc aquatique des Caraïbes et des excursions exclusives. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud et économisez jusqu'à 40% avec la garantie de protection de prix comprise. Réservez avec votre agent de voyage ou sur sunwing.ca. Hey, salut Gendron! T'as passé des belles vacances? Ouais, pas pire, pis toi? Les plus belles de toute ma vie. Écoute, j'ai fait le tour du Québec avec ma blonde. On a fait de l'escalade, on a dormi à l'hôtel, on a mangé dans des restos, relaxé au spa, puis on a même eu le temps d'apprendre à faire du wakeboard. Coudon, ça a dû te coûter un bras pis une jambe, ça? Pas en tout! Grâce à boutiqueattraction.com, gardez vos bras et vos jambes et retrouvez des offres à la grandeur du Québec à 50% de rabais minimum. Hey, qu'est-ce que tu fais, Gendron? Je prépare mes prochaines vacances. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Il y a des gens de la Fédération étudiante collégiale du Québec qui sont en tournée sur la Côte-Nord. Depuis 9h ce matin, ils rencontrent des étudiants. Il y a d'ailleurs une assemblée générale du côté du cégep de Sept-Îles ce midi. On va en parler avec le président de cette fédération, M. Jason Saint-Amour, qui est avec nous. De même que Dominique Boudreau-Lapierre, un ancien étudiant de Sept-Îles, qui est maintenant coordonnateur aux relations et aux communications pour la Fédération étudiante du collégial du Québec. Bonjour, messieurs. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans le mouvement étudiant, là? On n'est pas en préparation de campagne genre carré rouge actuellement, là. Non, on est loin de ça. Pour le moment, on est en mode solution sur du long terme. C'est pour ça qu'on entame un petit peu une grande tournée. Il y avait 2-3 semaines, on était à Chicoutimi. Cette semaine, on est à Sept-Îles. On fait aussi Bécomo demain, puis on va se diriger vers la Gaspésie un petit peu plus tard dans la semaine. Pour nous, c'est vraiment un moment pour reconnecter un peu avec nos étudiants et voir leurs préoccupations sur le terrain. Est-ce qu'il y a une union actuellement? Là, on est assez unis. Votre fédération regroupe 23 collèges. Il y en a quand même plus d'une quarantaine au Québec. Est-ce qu'il y a encore 2-3 mouvements nationaux distincts? Pour le moment, il y a trois mouvements. Là, je vous dirais, il y a les cégeps qui gardent un caractère indépendant, donc qui sont pas associés à une association nationale. Il y en a quelques-uns aussi avec l'AC et il y en a aussi avec la Fédération étudiante collégiale du Québec. Donc, c'est un petit peu les trois voies là, qu'on voit pour le moment. Les deux cégeps de la Côte-Nord sont avec ta fédération. Oui. Vous êtes très présents dans les régions, si je comprends exactement. bien. On est assez présents à Abitibi, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. On est là. C'est quoi les gros dossiers? De quoi on parle, là? Dans mon temps, on parlait tout le temps des prêts et bourses. C'est encore un sujet à la mode chez les étudiants, malheureusement. Ça revient beaucoup parce que c'est leur plus grande préoccupation financière. Je vous dirais sur le terrain, à date, on entame la journée. Je vous dirais les deux plus grandes préoccupations financières qu'on reçoit, c'est beaucoup au niveau des livres. C'est très, très cher. C'est des sommes assez astronomiques par session. Les frais de scolarité. C'est le gros sujet, la préoccupation. Exactement. Puis on a aussi beaucoup la question de la mobilité qui revient beaucoup. Les étudiants sont loin, autant au niveau du taxibus que l'autobus, les frais que ça l'engendre, les frais aussi avec l'automobile. Donc, on va pouvoir trouver des solutions. On est aussi en période d'élection municipale. Donc, à Sept-Îles, il va y avoir des élections partout comme au Québec. Et je sais que la GSCI, CSI a commencé une plateforme, puis ils vont pouvoir vous en faire part dans les prochaines semaines. En fait, ils vont avoir des demandes très, très précises pour les deux candidats à la mairie à Sept-Îles, notamment en matière de mobilité. Donc, ça va être très, très intéressant de comment les étudiants vont pouvoir se poser comme un incontournable dans ces élections municipales à Sept-Îles. Il reste qu'il y a des enjeux locaux aussi. Hein? On pense au financement de chaque collège. On dirait des fois que chacun tente de tirer le plus possible la couverte de son bord. Ici, on a peut-être eu l'avantage d'avoir la ministre David qui est venue nous voir au cégep de Sept-Îles il y a pas si longtemps. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça marche, quoi? C'est le dynamisme des gestionnaires ou des gens dans un collège qui leur permettent d'aller chercher un peu plus de fonds pour toutes sortes de choses? C'est sûr qu'on tire un petit peu sur la couverte un peu partout.
tout, je vous dirais que la force des cégeps, c'est la force d'un réseau de 48 cégeps qui sont capables de collaborer ensemble tout de même autour d'une grande table qui est la Fédération des cégeps. Mais on est beaucoup en mode solution, notamment au niveau du financement. C'est une des raisons pour laquelle aussi on fait une tournée. C'est sûr qu'on a des chiffres très très nationaux tant qu'au financement, mais on essaie de voir au cégep de cette île quels sont les besoins, notamment pour les étudiants en situation de handicap qui ont besoin de services. Je regardais les chiffres un peu plus tôt ce matin et vraiment la demande pour les services adaptés a grimpé de façon considérable au cégep de cette île et il va falloir un financement aussi qui suive. Donc, on demande beaucoup de choses à Mme David qui est venue aussi au cégep de cette île, notamment pour les 50 ans du cégep. Donc, on a plusieurs demandes pour les activités pédagogiques. On veut plus de soutien pour les étudiants, on veut plus de services pour les étudiants, des heures de bibliothèque plus flexibles, davantage de services pour les étudiants en situation d'handicap. Aussi, on se pose sur la question des étudiants internationaux. Beaucoup d'étudiants internationaux à cette île aussi sur la Côte-Nord qui permettent de garder un petit peu une viabilité du cégep. Donc, on recensait là, dans l'année 15-16, 55 étudiants internationaux. Il faut des enveloppes pour continuer à recruter et il faut que le ministère suive dans cette direction-là. Est-ce que vous vous sentez écouté, entendu par les gouvernements, par les autorités d'un cégep comme cette île, là? Quand on est étudiant, on n'a pas le gros bout du bâton non plus, là. Mais on est là en termes de démocratie. On est nombreux, hein, à cette île. C'est quand même autour de 600 étudiants, là, entre 5 et 600 étudiants. On a quand même une association assez dynamique aussi, quoi, présentement à cette île. Oui, mais je vais peut-être laisser Dominique répondre au niveau du dynamisme de cette association-là au cégep de cette île qui a quand même une voix assez forte, là. Dominique qui était étudiant ici il y a à peine 2 ans, là, tout de suite après le vote qui a divisé. La dernière fois qu'il y a eu un gros vote ici, c'était à l'époque des carrés rouges et tout ça. C'était 50-50 à cette île. Est-ce qu'il y a une division de la population étudiante ici? Je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a une division de la population étudiante, là. Comme 2012 était vraiment une grosse année, là. C'était vraiment un gros débat. Oui, ça n'a pas passé à cette époque-là. Je dirais pas qu'aujourd'hui ça passerait pas, mais la mobilisation fait en sorte qu'aujourd'hui, les étudiants sont vraiment préoccupés par ce que fait l'ASSO. Entre autres, ce midi, là, ils vont parler de leur plateforme face aux élections municipales. Fait que ça va vraiment être un bon endroit où les étudiants vont pouvoir aller ajouter des recommandations pour les candidats à la mairie pour des revendications pour les 4 prochaines années. C'est des revendications très concrètes. L'association de cégep de cette île est quand même capable de se poser comme un acteur pertinent aussi au niveau de plusieurs questions municipales. Ils sont aussi capables de le faire au national en siégeant autour de la fédération qui, comme vous me le posiez un petit peu tout à l'heure, a l'oreille du ministère, a l'oreille des administrations. Donc, on est en mesure de travailler avec les différents acteurs du réseau pour vraiment construire ce réseau-là qui a cette année 50 ans. Mais les étudiants, je vous dirais, ils se laissent pas marcher sur les pieds. Ils sont capables de se coaliser, puis ils sont capables de faire des revendications très précises et très pertinentes pour le réseau. Ouais, ça prend quand même un peu de volonté politique. Hein? Là, ce qui s'en vient, ça va être les années d'élection vont arriver. Là, on a le municipal, après ça, on va avoir le fédéral, puis le provincial va arriver pas longtemps après non plus. Est-ce qu'on sent ça du côté du mouvement étudiant, là, qu'il y a plus d'écoute en période préélectorale au Québec? Ah, ben c'est sûr. En fait, c'est une des grandes raisons pour qu'on fait cette grande tournée-là, c'est pour commencer à colliger toutes les recommandations pour les prochaines élections provinciales en matière d'éducation. Donc, cette semaine, on va entendre beaucoup de préoccupations de nos étudiants qu'on va être capable de rassembler autour de revendications fortes pour les prochaines élections provinciales. Mais d'ici les élections provinciales, il y a quand même des grands chantiers qui peuvent être mis en place par le ministère. Il va falloir que le ministère le mette rapidement en place, notamment au niveau du financement des cégeps. Il y a des choses qu'on est capable de régler d'ici les prochaines élections. Il va falloir une volonté ministérielle forte pour garder la pérennité de notre réseau. Actuellement, à cette île, bien sûr, il y a des étudiants qui sont au collège de cette île. Il y en a d'autres qui viennent d'ici, qui s'en vont vers l'extérieur. Ça a été ton cas. Est-ce qu'on considère quand même que les services sont suffisants pour faire en sorte finalement, on n'est plus dans la gratuité scolaire, là, mais au moins dans l'équité pour que quelqu'un de la région ait pas plus de coûts à absorber finalement pour ses études collégiales? Ben c'est pas mal ce qu'on a remarqué en fait ce matin, là, les étudiants, c'est ce qu'ils nous disaient, ils restaient dans la région parce qu'il y avait l'accessibilité au cégep dans la région, puis c'était aussi mon cas quand j'avais décidé de rester pour le cégep ici. Donc d'assurer la pérennité du cégep ici, c'est vraiment important, mais il y a certaines préoccupations que les étudiants nous ont dit, là, notamment sur l'offre de programme qui est pas assez diversifiée, là, fait que c'est peut-être quelque chose qui va être à voir dans les prochaines années là, avec le gouvernement, comment on peut diversifier l'offre de programme et ce peut-être avec l'entremise de cours par visioconférence et tout, là, fait que ça servir des nouvelles technologies pour permettre de nouveaux programmes de naître en région, là, puis d'assurer la pérennité de ces cégeps-là. Jason Saint-Amour, président, finalement l'argent c'est toujours le nerf de la guerre, hein, dans ces domaines-là. Est-ce qu'on en a des solutions pour le financement des cégeps là? Dans le fond, c'est le gouvernement qui doit financer le plus possible. Ah, c'est sûr que c'est en sorte le moins possible des poches des étudiants. C'est sûr que nous, on en a plusieurs. On a fait une grande recherche l'année dernière avec l'Institut de recherche en économie contemporaine qui nous a permis
un petit peu de mettre le doigt sur le bobo du financement des cégeps. Encore là, comme je vous dis, il va y avoir un chantier qui va être mis en place rapidement. Et je vous dirais que en chiffres pour le cégep de Sept-Îles, ce que les grandes propositions de la FEC amenaient pour le cégep de Sept-Îles, c'est un réinvestissement de 42% dans l'enveloppe fixe. Donc vraiment, ça c'est l'enveloppe de subsistance initiale pour le cégep. Donc ce serait une hausse de 489 000 $ pour le cégep, et aussi pour les activités pédagogiques. Donc tout ce qu'il y a dans les classes qui permet aux étudiants d'apprendre. On enlève là-dedans le salaire des enseignants qui est une autre enveloppe, mais c'est aussi un autre réinvestissement important. Donc on en a des solutions aussi précises pour le cégep de Sept-Îles, et on espère que le ministère va nous écouter. Et ce qu'on demande dans le réseau là, c'est pour le prochain budget, pour le prochain budget, c'est 83,5 millions pour l'ensemble du réseau. Donc une grande partie aussi qui va être redistribuée pour les cégeps en région. 83,5 millions, c'est rien comparativement aux surplus qui ont été faits par le gouvernement, ou même encore dans certains chiffres qu'on demandait dans les dernières années. Il y avait des grands chiffres dans les dernières années. Il faut 200, 300, 400 millions pour le réseau collégial. Nous, on dit, regardez, avec 83,5 millions de plus dans le prochain budget, de l'argent neuf, on va être capable de bâtir notre réseau encore longtemps. Jason Saint-Amour, président. Dominique Boudreau-Lapierre, responsable des communications de la Fédération étudiante collégiale du Québec. On va vous souhaiter des bonnes rencontres à Sept-Îles et Bécomo avec les étudiants de nos 2 collèges de la Côte-Nord. Bienvenue chez nous et puis bonne tournée. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue également. Bon ben Jean, on a déjà Daniel qui est dans le studio présentement parce que oui, on a défoncé notre heure parce qu'on avait plein de bons sujets et plein de bons invités, mais garde, c'est ça la vie, hein? C'est pas vrai qu'il vient parler avec nous d'analyse politique, là, non? On le réinvitera. Okay, on le réinvitera. On le réinvitera. Bon, on déborde, là. Exactement. Salut. Bye bye. À demain. À demain.